Bonsoir et merci d'être toujours avec nous. C'est l'émission Burkina Libre qui s'ouvre sur Wadjase TV. Bienvenue. Sur invitation du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, était à Ouagadougou. C'est officiel. C'est fini. Le Tchad vient de bouleverser tout l'équilibre africain en rejoignant l'AES, et Paris explose de colère. Si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière ce tournant historique, laissez votre like et abonnez-vous maintenant, car ce qui arrive va tout changer. Le continent africain vient de franchir un cap historique dont les répercussions vont bien au-delà des chancelleries traditionnelles. N'Djamena a pris une décision qui ébranle les fondements même de la géopolitique sahélienne. Le rapprochement stratégique avec l'Alliance des États du Sahel. Cette annonce provoque une onde de choc qui traverse toute l'Afrique et révèle l'émergence d'un nouvel ordre régional. Les anciennes certitudes s'effondrent, tandis qu'un bloc souverainiste prend forme sous les yeux médusés des puissances occidentales. Le président tchadien s'est rendu à Niamey pour sceller cette alliance avec les dirigeants qui incarnent aujourd'hui la résistance africaine face aux ingérences extérieures. Ce geste diplomatique n'est pas une simple visite de courtoisie, mais une déclaration d'intention qui redéfinit complètement l'architecture sécuritaire de la région. Paris observe cette transformation avec une colère mal dissimulée, conscient de perdre l'un de ses derniers bastions d'influence dans une zone qu'elle considérait comme sa chasse gardée depuis des décennies. La rencontre entre les dirigeants sahéliens s'est déroulée dans un climat de détermination absolue. Les discussions ont porté sur des questions concrètes: coordination militaire, partage de renseignements, gestion des frontières communes et élaboration d'une réponse unifiée face aux menaces transnationales. Chaque participant comprenait parfaitement l'enjeu historique du moment. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et désormais le Tchad construisent ensemble une vision commune de la souveraineté africaine. Les échanges n'ont laissé aucune place à l'ambiguïté diplomatique habituelle. Les dirigeants ont parlé franchement des défis sécuritaires, des pressions extérieures et de la nécessité absolue de contrôler leur propre destin. Cette franchise marque une rupture totale avec les protocoles feutrés qui caractérisaient autrefois les relations africaines. Le Sahel affirme désormais son identité politique avec une assurance qui déstabilise profondément les acteurs internationaux habitués à dicter les règles du jeu. Le choix tchadien ne relève pas d'un opportunisme politique passager, mais d'une analyse lucide de la réalité géostratégique. N'Djamena occupe une position centrale dans un espace sahélien où les menaces ne connaissent aucune frontière. Les groupes armés se déplacent librement entre plusieurs pays, exploitant chaque faille dans la coordination régionale. Le gouvernement tchadien a compris qu'aucun État ne peut garantir seul sa sécurité dans ce contexte d'instabilité permanente. La coopération avec l'AES devient alors non pas une option, mais une nécessité vitale pour la survie nationale. Cette réalité s'impose avec d'autant plus de force que le Tchad partage des frontières avec des zones particulièrement volatiles. Le territoire s'étend sur des milliers de kilomètres, traversant des régions désertiques difficiles à surveiller. Les pressions sécuritaires sont quotidiennes et exigent une réponse coordonnée qui dépasse largement les capacités d'un seul pays. La création d'un centre régional de coordination sécuritaire à N'Djamena concrétise cette nouvelle alliance. Ce choix géographique n'est nullement aléatoire, mais reflète l'importance stratégique exceptionnelle de la capitale tchadienne. N'Djamena se situe au croisement de toutes les tensions sahéliennes, offrant un point d'observation idéal pour surveiller les mouvements suspects à travers plusieurs pays simultanément. Le centre servira de cerveau stratégique pour l'ensemble de la région, permettant une analyse en temps réel des menaces et une coordination rapide des réponses militaires. Les équipes de différents pays travailleront côte à côte, partageant leurs expertises respectives et harmonisant leurs méthodes d'intervention. Cette centralisation représente un saut qualitatif majeur dans la capacité opérationnelle du Sahel. Les décisions ne devront plus traverser des circuits diplomatiques lents et bureaucratiques, mais pourront être prises instantanément par des officiers qui partagent la même vision stratégique. L'efficacité de cette structure reposera sur la rapidité du partage d'informations entre les différentes unités militaires déployées sur le terrain. Les renseignements circuleront sans délai entre Bamako, Ouagadougou, Niamey et N'Djamena,
créant une conscience situationnelle commune pour toute la zone. Les analystes pourront croiser leurs données et identifier les schémas d'activité des groupes armés avec une précision inédite. Cette transparence informationnelle change radicalement la donne militaire dans une région où l'information a toujours été fragmentée et cloisonnée. Les commandements nationaux bénéficieront d'une vision panoramique leur permettant d'anticiper les mouvements ennemis plutôt que de simplement réagir après coup. Le Sahel disposera enfin d'un système nerveux intégré, capable de détecter et de neutraliser les menaces avant qu'elles ne se matérialisent pleinement. La réaction française face à cette évolution ne se fait pas attendre et traduit une profonde inquiétude stratégique. Paris voit son influence traditionnelle s'éroder à une vitesse vertigineuse dans une région qu'elle considérait comme partie intégrante de sa sphère d'influence post-coloniale. Le rapprochement du Tchad avec l'AES représente bien plus qu'un simple réalignement diplomatique. C'est un camouflet historique qui confirme l'effondrement du système france-africain. Les autorités françaises multiplient les déclarations, exprimant leur incompréhension et leur désaccord face à cette dynamique qu'elles ne contrôlent plus. Leur vocabulaire diplomatique peine à masquer une colère réelle devant cette perte d'influence. Les réseaux traditionnels que la France avait patiemment tissés pendant des décennies se délitent les uns après les autres. Les leviers d'intervention qui fonctionnaient automatiquement auparavant ne répondent plus aux sollicitations parisiennes. Cette transformation s'inscrit dans un mouvement continental beaucoup plus vaste que la simple réorganisation sécuritaire du Sahel. L'Afrique affirme sa souveraineté avec une détermination nouvelle qui bouscule tous les équilibres établis depuis les indépendances. Les États refusent désormais les substituts d'autorité et rejettent les recommandations perçues comme intrusives ou contraires à leurs intérêts nationaux. Ils revendiquent leur droit absolu à définir leurs propres alliances sans demander la permission aux anciennes métropoles coloniales. Cette affirmation souverainiste ne se limite pas à des déclarations de principe, mais se traduit par des actes concrets qui redessinent la carte géopolitique africaine. Le Tchad rejoint ainsi un groupe de pays qui ont choisi de construire leur sécurité sur des bases autonomes plutôt que de dépendre de garanties extérieures toujours conditionnelles et souvent défaillantes. Le positionnement tchadien s'explique également par l'évolution du contexte sécuritaire régional qui impose une coopération approfondie entre pays voisins. Les groupes armés ont perfectionné leurs tactiques et utilisent désormais les frontières nationales comme des refuges stratégiques. Ils frappent dans un pays, puis se replient immédiatement dans un territoire voisin, exploitant l'absence de coordination entre les forces de défense nationales. Cette mobilité leur confère un avantage tactique considérable face à des armées qui opèrent chacune dans leur espace national délimité. Le Tchad reconnaît cette réalité opérationnelle et comprend que la réponse doit être elle aussi transnationale et coordonnée. L'adhésion à l'AES permet de créer cet espace de coopération militaire fluide où les poursuites peuvent se poursuivre au-delà des frontières administratives. Les unités tchadiennes pourront désormais opérer en synergie avec leurs homologues des pays voisins, créant un filet de sécurité régionale beaucoup plus difficile à contourner pour les groupes armés. La géographie tchadienne impose naturellement cette ouverture vers une intégration régionale plus poussée. Le pays partage des frontières avec le Niger, le Soudan, la République centrafricaine, le Cameroun et la Libye, faisant de lui un carrefour géostratégique de première importance. Cette position centrale le place au cœur de multiples flux migratoires, commerciaux et sécuritaires qui traversent le continent. Aucune politique isolationniste ne pourrait fonctionner dans un tel contexte d'interconnexion permanente avec des espaces voisins souvent instables. L'intégration au sein de l'AES offre au Tchad l'opportunité de transformer cette vulnérabilité géographique en atout stratégique. Le pays devient le pivot d'un réseau de sécurité régionale qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Cette centralité lui confère une importance politique accrue et renforce sa capacité de négociation face aux acteurs internationaux qui doivent désormais composer avec un bloc sahélien unifié plutôt qu'avec des États isolés et affaiblis. Le message envoyé au reste du continent résonne avec une clarté absolue. Les pays africains peuvent et doivent choisir leur propre architecture de sécurité sans attendre que des solutions leur soient imposées de l'extérieur. Cette affirmation d'autonomie stratégique marque une rupture historique avec des décennies de dépendance envers les dispositifs sécuritaires occidentaux.
Le Sahel démontre par l'exemple qu'une coopération sud-sud peut produire des résultats concrets en matière de défense et de stabilisation. Les anciennes alliances deviennent progressivement obsolètes, tandis qu'émerge un modèle alternatif, fondé sur la solidarité entre pays partageant les mêmes défis sécuritaires. Au sein de l'Alliance des États du Sahel, provoque une reconfiguration majeure des équilibres militaires en Afrique de l'Ouest et centrale. Cette adhésion ne se limite pas à un simple élargissement géographique, mais transforme profondément la nature même de l'Alliance. L'armée tchadienne apporte une expérience opérationnelle considérable, acquise au fil de décennies de combats dans des environnements désertiques particulièrement hostiles. Les soldats tchadiens jouissent d'une réputation de combattants aguerris, capables d'opérer dans des conditions extrêmes que d'autres forces considèrent comme impossibles. Cette expertise technique se combine avec une connaissance intime des terrains sahéliens et de leurs spécificités tactiques. Les dirigeants de l'AES comprennent parfaitement la valeur ajoutée que représente cette force de combat expérimentée pour leur dispositif militaire régional. L'Alliance gagne en profondeur stratégique et en capacité de projection rapide sur l'ensemble de la zone sahélienne. Les patrouilles conjointes prennent immédiatement une dimension nouvelle avec l'apport des unités tchadiennes. Les opérations mixtes associent désormais des soldats de 4 pays différents, qui coordonnent leurs mouvements et partagent leurs renseignements en temps réel. Cette collaboration opérationnelle quotidienne renforce la cohésion entre des forces armées qui développent progressivement une véritable culture militaire commune. Les officiers échangent leurs expériences tactiques, discutent des meilleures pratiques et harmonisent leurs procédures d'intervention. Les frontières nationales perdent leur caractère d'obstacle administratif pour devenir de simples lignes de coordination entre des unités qui poursuivent les mêmes objectifs sécuritaires. Cette fluidité opérationnelle représente un avantage considérable face à des adversaires qui exploitaient auparavant les discontinuités entre les différentes zones de responsabilité nationale. Les groupes armés se retrouvent confrontés à un dispositif militaire intégré qui ne leur laisse plus de zone de repli facile. Les équipes d'analyse y surveillent en permanence les mouvements suspects détectés sur plusieurs pays simultanément, croisant les données collectées par différentes sources de renseignement. Cette centralisation permet une vision synoptique de la situation sécuritaire régionale qui était impossible à obtenir lorsque chaque pays analysait séparément sa portion de territoire. Les décisions tactiques se prennent maintenant sur la base d'une compréhension globale des dynamiques sécuritaires plutôt qu'à partir d'informations fragmentaires et incomplètes. Les commandants disposent d'une conscience situationnelle commune qui facilite grandement la synchronisation des opérations multinationales. Le Tchad devient ainsi l'œil stratégique du Sahel, observant et analysant les menaces pour l'ensemble de l'Alliance. Cette position privilégiée renforce considérablement son poids politique au sein du bloc sahélien. La logique opérationnelle évolue vers un modèle de brigade régionale où les unités de différents pays travaillent ensemble comme des composantes d'une même force armée. Les soldats tchadiens patrouillent aux côtés de leurs homologues burkinabés, maliens et nigériens, développant des relations de confiance qui transcendent dans les appartenances nationales. Ces équipes mixtes partagent les mêmes risques et les mêmes succès, créant une fraternité d'armes qui constitue le ciment le plus solide de l'Alliance. Les techniques de surveillance, les stratégies d'embuscade et les tactiques d'intervention s'enrichissent mutuellement par ce brassage permanent des savoir-faire militaires. Les villages situés le long des axes sensibles ressentent directement les effets de cette intégration opérationnelle. Les habitants constatent la présence de forces plus nombreuses, mieux organisées et manifestement plus cohérentes qu'auparavant. Cette présence militaire renforcée inspire un sentiment de protection qui contribue à restaurer la confiance des populations dans la capacité de l'État à assurer leur sécurité. L'impact de cette coopération militaire approfondie se mesure également dans la vitesse de réaction face aux menaces émergentes. Les informations circulent instantanément entre Bamako, Ouagadougou, Niamey et N'Djamena, permettant des réponses coordonnées qui arrivent désormais beaucoup plus rapidement sur le terrain. Cette réactivité accrue change fondamentalement l'équation tactique en défaveur des groupes armés qui perdent leur avantage de surprise. Les analystes détectent les schémas d'activité suspects et transmettent immédiatement leurs conclusions aux unités opérationnelles concernées. Les décisions d'intervention se prennent au même endroit, éliminant les délais de coordination interétatique qui ralentissaient auparavant toute action commune. Le Sahel fonctionne désormais avec une mentalité militaire unifiée qui transcende les particularismes nationaux.
Cette évolution représente un saut qualitatif majeur dans la capacité de la région à contrôler son propre espace sécuritaire, sans dépendre systématiquement de l'assistance militaire extérieure, qui s'accompagnait toujours de conditions politiques contraignantes. L'autonomie stratégique que construit l'AES à travers cette intégration militaire s'accompagne d'une volonté politique clairement affirmée de ne plus dépendre des structures de sécurité occidentales. Les pays sahéliens développent leurs propres doctrines opérationnelles, adaptées aux spécificités locales, plutôt que d'appliquer des modèles importés souvent inadaptés au contexte africain. Cette démarche témoigne d'une maturité stratégique nouvelle qui impressionne de nombreux observateurs militaires à travers le continent. Le Sahel démontre qu'il est possible de concevoir et de mettre en œuvre un système de défense régionale efficace sans recourir systématiquement à l'expertise extérieure. Cette démonstration pratique des capacités africaines en matière de sécurité collective constitue peut-être l'acquis le plus important de cette évolution. Elle prouve que les pays africains peuvent assumer la responsabilité première de leur propre sécurité lorsqu'ils décident de coopérer sérieusement entre eux. Cette prise de conscience pourrait inspirer d'autres régions du continent à suivre une voie similaire. L'impact diplomatique de l'adhésion tchadienne à l'AES se révèle tout aussi significatif que ses conséquences militaires. N'Djamena se détache progressivement des réflexes diplomatiques anciens qui l'inscrivèrent dans une ligne très différente de celle des pays de l'AES. Les échanges avec les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger se normalisent et se multiplient, témoignant d'un rapprochement politique profond. Le langage diplomatique tchadien évolue sensiblement pour s'aligner sur le discours souverainiste qui caractérise l'alliance sahélienne. Cette convergence idéologique dépasse largement les questions de pure tactique militaire pour toucher au fondement même de la vision politique que ces pays portent pour l'Afrique. Ils partagent une conception commune de la souveraineté nationale, du contrôle des ressources naturelles, de la lutte contre l'insécurité et du refus catégorique des ingérences étrangères dans leurs affaires intérieures. Cette cohérence politique renforce considérablement la crédibilité de l'Alliance aux yeux des autres pays africains. Les partenaires traditionnels du Tchad observent cette transformation avec une inquiétude croissante et peinent à comprendre la rapidité de ce basculement stratégique. Les réunions à huis clos deviennent plus tendues, tandis que les anciennes influences perdent leur capacité à orienter les décisions de N'Djamena. Le Tchad affirme son indépendance diplomatique avec une assurance qui surprend ceux qui le considéraient comme un allié fiable dans la zone. Cette émancipation diplomatique s'inscrit dans un mouvement continental plus large, où de nombreux pays africains remettent en question les relations héritées de la période coloniale. Les dirigeants tchadiens valorisent publiquement la détermination de l'AES et reconnaissent la cohérence de son projet politique. Ils soulignent que cette alliance repose sur des valeurs partagées et des intérêts communs, plutôt que sur des rapports de clientélisme ou de dépendance. Cette authenticité dans les relations interafricaines contraste fortement avec la nature souvent transactionnelle des partenariats avec les puissances occidentales. Le Tchad trouve dans l'AES une plateforme qui respecte sa dignité nationale et ne cherche pas à lui imposer de modèles de développement ou de gouvernance préfabriqués. La solidarité qui se développe au sein de l'AES repose sur des fondations solides qui vont bien au-delà de simples calculs d'opportunités géopolitiques. Les pays membres partagent des défis sécuritaires similaires, des frustrations communes face aux ingérences extérieures et une aspiration identique à contrôler leur propre destin. Cette communauté d'expérience crée des liens politiques profonds qui résistent aux pressions extérieures visant à fragmenter le bloc. Le Tchad reconnaît dans ce groupe de pays des partenaires qui comprennent réellement les difficultés auxquelles il fait face quotidiennement. Cette empathie mutuelle facilite grandement la coopération et permet de construire des mécanismes de solidarité concrets qui fonctionnent effectivement en période de crise. L'Alliance ne reste pas au niveau des déclarations de principe, mais se traduit par des actions coordonnées qui démontrent la volonté réelle de ses membres de se soutenir mutuellement. Cette solidarité pratique renforce la cohésion du groupe et augmente son attractivité pour d'autres pays qui pourraient envisager de rejoindre cette dynamique. Les conséquences continentales de cette intégration tchadienne se révèlent progressivement et dessinent les contours d'une nouvelle architecture politique africaine. Le Sahel se structure autour d'un noyau dur, composé désormais de 4 pays qui forment un ensemble militaire et diplomatique cohérent. Cette masse critique confère au bloc une visibilité
et une influence qui dépasse largement le cadre régional pour s'imposer au niveau continental. Les institutions panafricaines comme l'Union africaine doivent désormais composer avec ce groupe qui s'exprime d'une seule voix sur les grandes questions sécuritaires et politiques. Le gouvernement burkinabé vient de franchir un pas supplémentaire dans l'affirmation de sa souveraineté en prenant une décision qui a secoué l'ensemble de l'architecture onusienne en Afrique. La représentante résidente des Nations Unies à Ouagadougou a été déclarée persona non grata et sommée de quitter le territoire national dans les plus brefs délais. Cette mesure drastique ne constitue pas un coup de tête diplomatique, mais s'inscrit dans une stratégie cohérente de reprise en main totale de l'agenda national. Le communiqué gouvernemental ne laisse aucune ambiguïté sur la détermination des autorités à faire respecter les lignes rouges qu'elles ont définies en matière d'ingérence étrangère. Ouagadougou trace une frontière claire entre la coopération acceptable et les comportements jugés incompatibles avec le respect de la souveraineté nationale. Cette fermeté diplomatique témoigne d'un changement profond dans la manière dont le Burkina Faso conçoit ses relations avec les organisations internationales et les acteurs étrangers présents sur son territoire. Les raisons invoquées par les autorités burkinabées révèlent une conception exigeante de ce que doit être le rôle d'un représentant diplomatique international. Le gouvernement reproche à la fonctionnaire onusienne des actions et des prises de position jugées inappropriées dans un contexte sécuritaire particulièrement sensible où chaque mot et chaque geste peuvent avoir des conséquences importantes. Les autorités considèrent que certaines initiatives ont franchi la ligne rouge, séparant le travail humanitaire légitime des interventions politiques déguisées. Le Burkina Faso vit une période de transition délicate marquée par une pression sécuritaire intense et une reconstruction institutionnelle profonde. Dans ce contexte, le pouvoir estime que tous les acteurs internationaux présents sur le territoire doivent scrupuleusement respecter un cadre strict qui préserve la souveraineté nationale. L'ONU peut continuer ses activités humanitaires, mais ses représentants doivent impérativement s'abstenir de toute action pouvant être interprétée comme une ingérence dans les choix politiques souverains du pays. Cette exigence de neutralité absolue constitue désormais une condition non négociable de la présence de toute organisation internationale au Burkina Faso. La réaction française face à cette décision burkinabé traduit une incompréhension profonde des dynamiques nouvelles qui traversent le Sahel. Paris suit de très près tous les développements diplomatiques dans cette région qu'elle considère toujours comme relevant de sa zone d'influence traditionnelle. L'expulsion de la représentante onusienne est perçue à travers le prisme français comme un signal politique dirigé contre l'ordre international que la France s'est toujours employée à défendre et à promouvoir. Le gouvernement français exprime publiquement son désaccord et son irritation face à une mesure qu'il juge excessive et contre-productive. Cette réaction révèle l'écart grandissant entre la perception française des relations internationales et la vision que développent désormais les pays sahéliens. Pour Paris, l'ONU représente un cadre multilatéral légitime dont les représentants doivent pouvoir s'exprimer librement. Pour Ouagadougou, aucune organisation internationale ne saurait prétendre à une quelconque extraterritorialité lui permettant d'échapper au respect scrupuleux de la souveraineté nationale. Ce désaccord fondamental explique l'intensité de la réaction française face à une décision que le Burkina Faso considère comme parfaitement légitime. L'irritation parisienne s'explique également par le contexte plus large de l'effondrement de l'influence française dans l'ensemble de la zone sahélienne. Paris voit se déliter méthodiquement tous les réseaux qu'elle avait patiemment construits pendant des décennies pour maintenir sa présence et son influence dans la région. Les pays de l'AES construisent un bloc politique et militaire qui fonctionne de manière totalement autonome sans solliciter l'avis ou l'assistance des partenaires occidentaux traditionnels. La France perd successivement tous ses leviers d'intervention et se retrouve progressivement marginalisée dans des discussions régionales dont elle était auparavant l'arbitre incontesté. L'expulsion de la représentante onusienne renforce cette impression douloureuse d'un glissement stratégique majeur qui échappe complètement au contrôle français. Ce geste s'inscrit dans une séquence où les acteurs sahéliens reprennent méthodiquement le contrôle de tous les dossiers sensibles sans demander l'autorisation ou même l'avis des anciennes puissances coloniales. Cette perte d'influence représente pour Paris un échec stratégique majeur dont les conséquences dépassent largement le seul cadre africain. Le vocabulaire diplomatique utilisé par les autorités françaises peine à masquer une inquiétude réelle devant l'ampleur de cette transformation géopolitique.
Les déclarations officielles restent mesurées dans leur forme, mais trahissent une incompréhension fondamentale face à des dynamiques que Paris ne contrôle plus et ne comprend pas toujours. Le signal envoyé par le Burkina Faso est trop fort et trop clair pour être ignoré ou minimisé. Il confirme un basculement historique dont les implications vont bien au-delà de la seule question de la présence onusienne à Ouagadougou. Ce geste s'inscrit dans une affirmation générale de souveraineté qui concerne tous les aspects de la politique étrangère burkinabé. Les autorités ne tolèrent plus aucune forme d'ingérence, qu'elle provienne d'États occidentaux, d'organisations internationales ou d'ONG prétendant œuvrer au nom de valeurs universelles. Cette intransigeance marque une rupture nette avec une période où les recommandations extérieures étaient généralement suivies d'effets par crainte de représailles économiques ou diplomatiques. Le Burkina Faso démontre qu'il est désormais prêt à assumer toutes les conséquences de ses choix souverains. Cette affirmation burkinabé s'inscrit parfaitement dans la dynamique plus large de l'Alliance des États du Sahel qui partage une vision commune de la souveraineté nationale. Les pays membres de l'AES ont tous adopté une posture similaire de refus catégorique des ingérences extérieures et de défense intransigeante de leur autonomie décisionnelle. Ils rejettent les impositions et les recommandations perçues comme intrusives, qu'elles concernent la gouvernance, la sécurité, l'économie ou les droits humains. Cette cohérence idéologique renforce considérablement la crédibilité du bloc, qui ne se contente pas de déclarations de principe, mais traduit ses convictions en actes concrets. Le Burkina Faso joue un rôle moteur dans cette dynamique en assumant pleinement les conséquences diplomatiques de ses choix. Le pays démontre qu'il est possible de défendre sa souveraineté sans s'effondrer sous les pressions extérieures que certains annonçaient comme inévitables. Cette résistance pratique aux tentatives de déstabilisation inspire d'autres pays africains qui observent avec attention la capacité du Burkina Faso à tenir sa ligne malgré toutes les difficultés. Le message adressé par Ouagadougou au monde entier résonne avec une clarté absolue. Le pays ne tolère plus aucune intervention qui interfère avec son agenda national souverainement défini. Cette intransigeance ne constitue pas une posture rhétorique, mais se traduit par des décisions concrètes qui peuvent surprendre par leur fermeté. Les autorités burkinabè protègent jalousement leur transition politique et refusent que des acteurs extérieurs tentent d'en influencer le cours ou les modalités. Cette détermination s'appuie sur une légitimité populaire forte auprès d'une population qui soutient massivement cette ligne de conduite souverainiste. Les Burkinabés, dans leur grande majorité, approuvent cette affirmation de dignité nationale et encouragent leurs dirigeants à maintenir le cap malgré toutes les pressions. Cette adhésion populaire constitue le meilleur rempart contre les tentatives de déstabilisation qui ne manquent jamais de suivre ce type de décision radicale. Le gouvernement peut s'appuyer sur cette base sociale solide pour résister aux campagnes médiatiques et aux pressions diplomatiques visant à le faire reculer. L'expulsion de la représentante onusienne s'inscrit également dans le prolongement logique de la nouvelle doctrine sécuritaire adoptée par le Burkina Faso. Les autorités ont décidé de regrouper leurs alliances autour d'un noyau solide de partenaires qui partagent leur vision et respectent leur souveraineté. Cette sélectivité dans les partenariats rompt avec une période où le pays cherchait à maintenir de bonnes relations avec tous les acteurs internationaux, quelles que soient leurs intentions réelles. Désormais, Ouagadougou privilégie la qualité sur la quantité dans ses relations diplomatiques et n'hésite pas à rompre avec des partenaires dont le comportement ne correspond plus à ses exigences. Cette approche sélective permet de clarifier les alliances et de renforcer la cohésion autour de partenaires véritablement fiables. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso avancent ensemble dans une dynamique de solidarité concrète qui se renforce à chaque épreuve. Le Tchad se rapproche progressivement de ce bloc en partageant de plus en plus sa vision politique et stratégique. Ces 4 pays forment désormais un ensemble cohérent qui pèse de plus en plus lourd dans les équilibres régionaux et continentaux. La décision burkinabé concernant la représentante onusienne sert également à démontrer la cohérence entre le discours et les actes du gouvernement. Les autorités ne se contentent pas d'énoncer des principes généraux sur la souveraineté, mais les appliquent concrètement même lorsque cela implique des tensions diplomatiques. Cette cohérence renforce considérablement la crédibilité du Burkina Faso aux yeux des autres pays africains qui observent que les dirigeants burkinabés assument pleinement les conséquences de leurs convictions. La politique extérieure s'articule désormais autour d'une ligne claire, fondée sur l'indépendance totale dans les choix stratégiques.
Cette clarté doctrinale facilite grandement les relations avec les partenaires qui savent exactement à quoi s'en tenir et ne peuvent plus espérer infléchir les positions burkinabè par la simple pression diplomatique. C'est jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Et attention, le prochain chapitre de cette affaire pourrait être encore plus explosif que tout ce que vous avez vu jusqu'ici.